Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une, le magazine de France 24 qui traite des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous allons consacrer ce numéro à la présidentielle américaine. C'est dans la nuit de mardi au mercredi que nous avons tous eu la confirmation de ce que les médias et les sondages n'ont pas pu voir venir. Donald Trump, mania de l'immobilier, homme d'affaires, héros d'une émission de télé-réalité, vient donc d'être élu 45e président des États-Unis, le même Trump qui veut se débarrasser des immigrés mexicains, le même qui ne veut plus que les musulmans puissent rentrer aux États-Unis et le même toujours qui parle des femmes en des termes peu élogieux. C'est lui, le nouveau président, qui va succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche. Ça sera donc en janvier prochain. Pour faire le point sur cette élection et puis surtout sur la vision de Donald Trump, aussi bien pour l'Amérique d'aujourd'hui et de demain que pour le monde. D'ailleurs, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour en discuter tout au long de cette émission notre éditorialiste à France 24, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour, merci d'être avec nous. À côté de vous, nous avons Sophie Malibaud. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes chef adjointe du service international à RFI. Et en face de vous, notre spécialiste de politique internationale, mais aussi maintenant de politique américaine finalement. Armen Georgian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons donc essayer de décortiquer un peu ce qui vient de se passer cette semaine avec vous trois. Tout d'abord, peut-être je commence avec vous, Gauthier. Donald Trump, président des États-Unis. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'ascension de cet homme qui, tout le monde se moquait de lui, et aujourd'hui, il arrive à la Maison-Blanche, personne n'y croyait et il l'a fait. Alors, c'est le résultat d'une conjonction entre un homme très sûr de lui, plein de culot, plein de vulgarité aussi, et toute une frange de la population américaine qui, elle, a évolué, je dirais, presque dans le secret. Je m'explique. Oui. Dans le vote Trump, il y a non seulement, bien sûr, une forme de lassitude des Noirs qui ont tellement espéré de Barack Obama qu'ils n'ont pas eu exactement ce qu'ils voulaient, même loin de là, puisque Barack Obama n'a pas mené de politique communautaire, mais une politique universaliste. Et puis, vous avez les jeunes aussi, qui ont été très séduits par Bernie Sanders et qui n'ont pas forcément embrayé ensuite sur Hillary Clinton. Et le plus important, à mon sens, soit un vote honteux, c'est-à-dire un certain nombre de blancs plutôt éduqués qui n'ont jamais osé avouer à quelque moment que ce soit qu'ils avaient voté pour Trump. Ce qu'il appelait le secret vote. Alors, c'est autre chose, le secret vote. Le secret vote, pour moi, c'est cette partie de l'électorat qui, depuis longtemps, ne votait pas, n'allait pas aux urnes ou n'y était jamais allé. Et qui, à la faveur du candidat Trump, se reconnaissant finalement presque aussi, pourquoi ne pas le dire, se reconnaissant dans cette forme de vulgarité, est allé aux urnes pour voter Donald Trump. C'est ça, Sophie ? Oui, tout à fait. Et puis alors, moi j'ajouterais aussi vraiment le vote anti-establishment que représente vraiment, qu'incarne vraiment Hillary Clinton. Elle a beau être une femme, ce qui aurait pu draguer une grande partie de l'électorat pour elle. Parler, effectivement. Elle a beau avoir des idées progressives. En fait, l'image... C'est cette expérience dont elle parlait beaucoup qui a finalement aussi joué contre elle. Le fait de dire ça fait 30 ans que je suis dedans, oui, ça faisait un peu trop. Ça se retourne contre elle. Ça fait 30 ans qu'elle est là et les choses ne changent pas. Donc, en fait, les électeurs, quelque part, ils ont choisi quelqu'un qui va renverser la table. À la limite, j'ai entendu cette interview de Susan Sarandon, cette actrice américaine. Voilà, elle était très atypique par rapport au reste de Hollywood. Elle était pour le ni Hillary. Ni Trump, sur la base de tout ce qui n'a pas été fait pendant les décennies et les mandats précédents d'Obama. Elle tenait ferme. Elle représente aussi beaucoup ce que Sanders représentait, ce que Susan Sarandon, mais elle voulait absolument pas. Elle retirait sa confiance. On a entendu longtemps que les deux sont un peu des mal-aimés. Les deux n'étaient pas vraiment très appréciés par les gens. Alors, Hillary Clinton, elle, par contre, elle a dû avoir quand même aussi une très, très grosse déception, certes, mais aussi surprise. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hillary Clinton ? Parce que ni les immigrés qui étaient tellement critiqués par Trump n'ont pu vraiment voter en masse pour elle, ni elle a même perdu certaines catégories de femmes. Mais je pense que c'est très important de regarder non ce qu'on dit, mais la manière dont on dit les choses. Et là, tout le long de la campagne, Donald Trump avait cette apparence de spontanéité. Ça a été très important, alors que
on le disait, c'est vrai qu'on a écouté Hillary Clinton, ça semblait être téléguidé en quelque sorte en termes de propos. Alors, paradoxalement, elle a été libérée de ça le jour de son discours de défaite. Là, on sentait beaucoup trop tard, en quelque sorte, la vraie Hillary Clinton qui sortait. Un peu plus humaine. Oui, on n'a pas senti ça suffisamment pendant la campagne. Mais pour revenir sur, vous avez dit, en termes de groupes qui ont voté pour elle ou pas, je ne pense pas que ce soit une faillite de Hillary Clinton en ce qui concerne les femmes. C'est juste que son message, son plan économique, ne passait pas aussi bien que celui de Donald Trump. C'est ça qui a pris le dessus sur les différences entre hommes ou femmes. Parce que finalement, les femmes blanches en Amérique votent républicain. C'est une tendance qui est confirmée depuis 25 ans. Cette fois-ci... Celles qui sont diplômées supérieures ont plutôt voté Hillary Clinton, sauf qu'il y en a une grande partie qui sont, elles, pas diplômées du coup, qui se sont un peu retrouvées en Donald Trump, malgré tous ses propos misogynes quand même. Oui, exactement. Mais je veux dire que le plan économique de Trump, ça a parlé plus aux gens les plus défavorisés, qu'ils soient femmes ou hommes. C'est ça qui était le plus important. Gauthier, je reviendrai vers vous, Sophie, mais Gauthier, on a dit par exemple que Hillary Clinton s'attendait à ce que Donald Trump fasse la campagne chez les femmes pour elle, avec ses propos misogynes, etc., et que ça pousserait les femmes à s'orienter vers elle, et qu'elle ne s'est pas rendue compte que le fossé qu'il y avait entre les hommes et les femmes, le vote des hommes et des femmes, était peut-être moins important que celui qu'il y a entre les femmes éduquées et diplômées que les femmes de ce qu'ils appellent la working class, donc les femmes non éduquées de la classe moyenne, voire... peut-être pauvre d'ailleurs. Incontestablement, et c'est d'autant plus curieux que cette idée vient d'une femme progressiste. Oui. Quand on est dans le camp progressiste, on a tendance précisément à donner le primat, la primauté aux phénomènes sociaux, et non pas à des questions de genre ou de religion ou d'appartenance à telle ou telle minorité. Et c'est vrai que là, elle a fait un mauvais calcul en pensant que sa seule qualité de femme suffirait. Comme il faut bien le reconnaître, parce qu'il y avait un précédent très utile, comme il faut bien reconnaître que Barack Obama, avec sa qualité de noir, avait évidemment renversé véritablement le vote noir à son profit. Donc c'était difficile pour elle de faire cette analyse-là. C'est un problème qu'il y a souvent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer la question sous son angle social, on la prend sous son angle racial, genre ou autre chose. Mais communautaire, voilà. Et on oublie précisément que finalement, le vote, il est dans un rapport entre des individus et une personne, et qu'à partir de là, il y a aussi la réalité des gens qui jouent un rôle important, et non pas forcément ce pourquoi ils sont affichés, c'est-à-dire Sophie, minorité, femmes, hommes, etc. Oui, je voulais juste remarquer qu'il y avait eu peut-être une maladresse de sa part à un moment donné quand elle a traité l'électorat de Trump de gens pitoyables, de despicable, vraiment pitoyables. Enfin, elle les a traités comme des minables. Déplorables. Mais c'est-à-dire, non, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est un petit peu court. Non, c'est court, bien sûr. Et surtout que voilà, Trump a fait cet effort d'aller chercher justement les gens, les laisser pour compte, des gens dans la misère, etc. Elle aurait dû, au contraire, pourtant elle avait tous les indices pour avoir un autre discours par rapport à ça. Sanders lui avait donné des billes justement pour aller séduire cet électorat qui mérite quand même qu'on s'intéresse à lui, justement. Et au lieu d'aller draguer cet électorat, elle l'a enfoncé. Ce qui était quand même une maladresse. Alors, il y a un autre point qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre, surtout de l'extérieur, c'est le vote des immigrés aux États-Unis. Lui, il a énormément parlé de ces fameux Mexicains violeurs, voleurs, etc. Et là aussi, on a l'impression que Hillary Clinton a eu l'impression que, du coup, il a fait campagne pour elle, que le vote immigré était acquis à la candidate démocrate, avec le fameux mur de Trump, etc. Or, ils ne se sont pas beaucoup mobilisés et beaucoup d'entre eux ont aussi voté Trump. Tout à fait, vous venez de jouer cette infographie assez étonnante. 25% de femmes hispaniques qui ont voté pour Donald Trump. Peut-être que la campagne a sous-estimé les différences entre les hispaniques. Évidemment, il y a pas un bloc. Et imaginez un hispanique qui est établi aux États-Unis depuis 30 ans, qui a su monter l'échelle sociale. Est-ce que cette personne voit d'un bon œil un nouvel arrivé? Pas forcément.
Et donc, il y a aussi là, quand je parle du message de Donald Trump qui parlait un peu aux tripes des gens qui ont voté finalement avec leur portefeuille, évidemment, ça vaut aussi pour certaines, certaines parties de ce groupe, si on veut parler de groupe hispanique déjà. Gauthier, un mot sur le vote des immigrés ? Oui, tout à fait. Ne serait-ce que le fait que parmi les hispaniques, il y ait des Cubains, il y ait des Portoricains, il y ait des Mexicains, ce sont... non pas, je ne vais pas faire de différence de nationalité, je veux dire que ce sont des expériences sociales différentes. Entre les Cubains qui sont arrivés il y a un certain temps, qui ont grimpé, comme disait Armen, les échelons de la société, qui sont fondamentalement anticommunistes et anti-progressistes, bien, de ces gens-là, il n'y avait pas à attendre fondamentalement qu'ils soient pro-Hillary Clinton. Oui, idem aussi pour un certain nombre de Portoricains. Par contre, les immigrés mexicains qui sont là depuis de fraîche date, eux aussi peuvent très bien considérer qu'une fois qu'ils sont rentrés, il faut fermer la porte à clé pour que d'autres ne viennent pas immédiatement. En Europe, c'est une dynamique aussi classique pour les immigrés. Le dernier arrivé ferme la porte. Le dernier arrivé ferme la porte, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Très bien. Bon, nous allons essayer de continuer pendant la deuxième partie cette fois-ci pour savoir un peu à quoi peut ressembler ou va ressembler la présidence de Donald Trump. Ça sera donc juste après le bulletin d'information. Surtout, vous restez en place, on revient juste après.